Donc c'est vrai que la crise sanitaire, on l'a traversée de manière un peu plus sereine peut-être que d'autres institutions, parce qu'on n'avait pas prévu de programmation dans nos murs pendant 10 mois, parce qu'on avait envisagé et qu'on a réalisé un certain nombre de travaux. Cela dit, c'est vrai qu'on a dû interrompre brutalement notre programmation et donc ça nous a privé d'une dizaine de semaines de recettes de notre exposition au supermarché des images et qu'on a évidemment à la fois dû annuler tous les projets hors les murs qu'on avait, donc se recentrer sur le virtuel pour oublier tous les espaces physiques. C'était évidemment un mouvement qu'on avait envisagé, mais qui a été considérablement accéléré et renforcé par la crise sanitaire. On avait d'abord un certain nombre d'outils qui existaient déjà, notamment des outils de création en ligne, depuis 2007 déjà, donc depuis plus de 10 ans. Le jeu de paume commande à des artistes des œuvres qui sont faites uniquement pour être vues devant votre écran. Ça, on l'a continué et on l'a bien évidemment accentué pendant la période. On a aussi repensé un certain nombre de nos formats traditionnels. On a notamment un magazine et moi j'ai souhaité lui donner davantage de moyens et d'autonomie. Ça a été un peu plus long que prévu, mais je dirais qu'à partir du printemps sortira un nouveau magazine avec un comité de rédaction qui commandera des articles spécifiques et des articles qui seront aussi distincts de la programmation du jeu de paume, c'est-à-dire du site Concorde. Je voulais en effet qu'il y ait cette autonomisation de l'ouvrage magazine qui puisse proposer des perspectives, des thématiques différentes des expositions. Donc ça c'est une chose. On a aussi lancé des initiatives avec le ministère de la Culture. On a ce qu'on appelle notre jeu de paume Lab, qui est une série de portfolios. Donc on a commandé à un certain nombre de commissaires une sélection d'œuvres et d'artistes autour d'un thème qui est, hélas, nous est aujourd'hui très aigu, qui est celui de la distance. Donc voilà un certain nombre d'initiatives et puis aussi repenser nos formats de colloques. On avait prévu un certain nombre de colloques qui n'ont pas pu avoir lieu évidemment. Donc inventer des nouveaux formats qui permettent de prolonger ces réflexions, mais en mélangeant des conférences, des interventions directes, des interventions enregistrées, des films, etc. Et enfin, lancer pour le supermarché des images un format de visite virtuelle de l'exposition, ce qu'on avait finalement jamais fait, curieusement. Mais voilà, ça sera aussi une des questions et un des enjeux qui se poseront à la réouverture, qu'on espère tous la plus proche possible. C'est voilà, comment articuler cet espace, et je parle d'un espace complet et contigu qui est l'espace physique et l'espace virtuel, parce que je pense que c'est un même espace animé de manière différente, et comment évidemment renforcer, prolonger, mettre en avant cette offre virtuelle sans fragiliser, sans cannibaliser notre offre physique. C'est un vrai défi. Et c'est aussi un modèle économique à repenser. Parce que notre espace physique, il est payant. Notre espace virtuel, pour l'instant, est gratuit. Nous reformatons totalement notre site internet aussi. Donc c'est un nouveau site internet que nous proposerons à partir de mai, avec notamment une médiathèque qui mettra en avant un certain nombre de contenus. La réouverture, on l'envisage à la fois, je dirais, de manière évidemment très enthousiaste, de manière aussi, sinon inquiète, un peu prudente, parce que c'est d'ailleurs des discussions que j'ai avec certains de mes collègues d'autres établissements. Je ne suis pas certain qu'il y ait cette ruée vers les institutions culturelles que d'autres décrivent. De toute façon, on ne reviendra pas à l'avant. Je pense qu'il y a un certain nombre d'habitudes qui ont été prises. Je pense qu'il faudra aussi, de notre façon, repenser, c'est ce que je disais, l'espace physique du musée, du centre d'art, de la galerie, pour accentuer sans doute je dirais sa dimension événementielle.
par-delà les expositions, proposer des manifestations, des performances, des événements qui redonnent au musée son caractère pleinement attractif, le différencie de manière plus évidente par rapport à l'espace virtuel. Donc voilà, ce sont un certain nombre de questions. C'est vraiment des questions, hein, on n'a pas de réponse et je pense qu'on en parlera lors du Parlement de la photographie. On a fait énormément de choses sur les réseaux sociaux et online. Et là, depuis le début de la crise, on a augmenté notre communauté Instagram, par exemple, ça a augmenté 25%. On a dépassé 100 000 followers maintenant. Et en fait, on a fait énormément de contenus. On fait les concours, on a fait 3 concours déjà. On a fait les entretiens avec les artistes, les podcasts avec les jeunes artistes, toujours en lien avec l'exposition qui est malheureusement reste inconnue. Mais en fait, aussi que ça, tout sur Instagram, c'est les concours, les entretiens, les podcasts et tout ça. On a aussi lancé les masterclass de la MEP. C'est pas cher, c'est 20 € pour les 4. Et en fait, on fait une gratuité pour les étudiants et les gens qui ne peuvent pas payer. Et ça, en fait, nous restons en contact avec nos publics. Et en fait, pour nous, tout ce qui est contenu social media, tout ce qui est online, ça nous permet d'avoir les publics différents et aussi de rester fidèles à nos publics. Et en fait, on a les retours hyper positifs. Pour les concours et les masterclass, les choses qui sont un peu interactives, les gens ils sont hyper reconnaissants. On a les messages de « merci beaucoup pour avoir organisé ça, c'est super dans ce moment de confinement de faire quelque chose de qualitatif de chez nous. » Et en fait, je pense que mon équipe, notamment l'équipe programmation, ils ont hyper bien réagir parce qu'en fait, ils ont commencé à imaginer le contenu qui sont adaptés aux gens qui sont confinés. Et par exemple, le premier concours, nous avons fait fenêtre ouverte. C'était pendant le premier confinement. On a eu 17 500 participants, qui était vraiment une surprise. Mais en fait, c'était super parce que nous avons pris connaissance de le fait que tous les gens sont chez eux et avec une envie d'essayer de réimaginer leur vie de confinement dans une manière positive. Et pour chaque concours, on a normalement un parrain ou un marin qui lance le concours, un artiste. Le premier, c'était Marguerite Bornhauser. Cette fois, le concours qu'on a lancé il y a quelques jours, c'est Lisa Fati, parce que c'est l'idée des villes. En fait, c'est toute une réflexion aussi sur le côté de diversité des choses qui se passent à la MEP. On a fait les accents sur la bibliothèque, sur la librairie. On a fait une super chouette sélection des livres pour Saint-Valentin. Et mes salariés et moi aussi, on a choisi notre livre romantique pour proposer un cadeau Saint-Valentin. Et en fait, c'est comme ça qu'on a essayé de ne pas laisser tomber nos publics et d'être actifs. Mais là, je pense que franchement, c'est un moment hyper difficile et hyper triste parce que les gens, ils manquent en fait des choses, les inspirations, les choses qui sont normalement dans nos vies quotidiennes. On voit beaucoup des images et on rencontre les choses par hasard ou dans les festivals, les foires, comme Arles, Paris Photo, tous les grands événements, les foires des livres photos et tout ça. Et comme ils sont tous annulés ou repoussés, je pense que pour les institutions, c'est important de faire quelque chose d'utile qui n'est pas une provocation de se déplacer, quoi. Nous, à la MEP, on préfère d'amener les choses vers les gens, chez eux, que d'essayer dans n'importe quelle manière de proposer les choses sur place.